Le cycle de l'humanité adamique. Jean Faure. Préface. Longtemps, je me suis interrogé pour savoir s'il m'appartenait de présenter au public cette œuvre magistrale que constitue l'essai de Jean Faure. Il m'apparaissait, en effet, eu égard à l'importance de la thèse et au développement qu'elle devrait avoir, qu'une haute personnalité dans le domaine de la pensée aurait été beaucoup plus idoine. Mais il est vrai qu'en ce troisième tiers du XXe siècle, de plus en plus rares sont nos contemporains qui savent élever leurs préoccupations au-dessus d'un intellectualisme desséchant. Et toute réflexion faite, j'ai accepté, non pas à titre personnel, si j'ose dire, mais en ma qualité de rédacteur en chef de la revue Atlantis. Et parce que ces fonctions ne sont pas étrangères au fait que depuis 14 ans, je tente d'éclairer mes contemporains sur l'histoire comparée des civilisations. C'est en effet dans cette revue Atlantis que j'ai déjà eu le plaisir de présenter en un long éditorial le plan de travail établi par Jean Faure, après que nous en ayons devisé, plan qui fut proposé à la sagacité de l'ensemble des collaborateurs d'Atlantis, et dont le point d'aboutissement a été 4 importants fascicules totalisant près de 400 pages. Sous le titre « Les cycles de la tradition », 4 thèmes de réflexion étaient soumis au lecteur. 1. Temps profane et temps sacré. 2. Les 4 âges de l'humanité et la proto-histoire. 3. Christologie et mariologie. 4. La fin des temps. Malgré un important tirage, ces numéros d'Atlantis se sont épuisés avec une rapidité presque déconcertante. Simple preuve d'ailleurs, de l'intérêt de plus en plus grand pris par nos contemporains pour le devenir de l'humanité à travers son passé, son présent et son avenir. Au surplus, une autre raison militait en faveur de cette préface. Jean Faure, dans sa démarche intellectuelle, rend hommage au fondateur de la revue Atlantis, Paul Lecourt, mon maître, qui le premier évoqua de manière précise cette ère du Verseau, expression qualifiant tellement bien les temps que nous commençons à vivre, qu'elle est tombée dans le domaine usuel. Or, j'ai eu le privilège de présenter au public de langue française la 4e et la 5e édition de ce livre magistral, chez Dervy Livre, Paris. L'ouvrage de Paul Lecourt sert d'ailleurs tellement bien d'introduction au cycle de l'humanité adamique que lors de sa dernière édition, j'ai estimé indispensable de présenter en quelques pages, constituant un chapitre additif, l'essentiel de la philosophie cyclologique de Jean Faure. Car si Paul Lecourt a été incontestablement un précurseur dans l'interprétation historique de la précession des équinoxes, ses premiers travaux en ce domaine ont été publiés en 1930, il appartenait à Jean Faure de réussir une ambitieuse synthèse de la tradition primordiale, considérée dans son devenir, permettant ainsi une remise en ordre métaphysique et traditionnelle de notions trop souvent éparses. J'ajouterai enfin que Jean Faure est un excellent ami depuis pas mal d'années. Depuis le jour, faut-il l'avouer, où se trouvant par un effet de la Providence, devenu l'un de mes collaborateurs, lorsque nous étions lui et moi dans l'administration, il m'entendit parler d'Atlantis à un tiers. « Vous connaissez cette revue » me demanda-t-il. « Et pour cause, lui répondis-je. » Notre amitié se scella sur les mots qui suivirent. Ces considérations n'ont d'autre but que de présenter au lecteur l'auteur de ce livre extraordinaire, le cycle de l'humanité adamique.
Pour se permettre d'évoquer, même en près de 700 pages, 650 siècles d'histoire, entre guillemets, puisque celle-ci ne commence officiellement qu'il y a 60 siècles, il est indispensable d'avoir un certain nombre de qualités sortant du commun. Et il faut au surplus que celle-ci relève de domaines extrêmement différents, car il s'agit essentiellement, d'une part, d'avoir une capacité d'analyse énorme, d'autre part, d'être en mesure, à partir d'éléments relevant des disciplines les plus diverses, de réaliser une synthèse décisive. C'est ce que notre auteur, à mon sens, réalise parfaitement bien. Les raisons en sont multiples. Né dans l'ex-Indochine française, Jean Faure voit les racines de son ascendance puiser leur suc à des sources françaises, poitevines, hindoues et galloises. On ne peut rêver meilleur substrat pour assimiler au mieux les enseignements traditionnels de l'Orient et de l'Occident. Je ne m'étendrai pas sur les vicissitudes, souvent dramatiques, de la vie de notre auteur. Mais je considère que les privations de toutes sortes qu'il a subies, matériellement et moralement, et les épreuves qu'il a endurées dans tous les domaines également, ont exacerbé son esprit critique et donc acéré ses facultés d'analyse. Quant aux facultés de synthèse, bien que l'ensemble ne puisse être érigé au rang de loi, bien que l'exemple ne puisse être érigé au rang de loi, je considère que Jean Faure les tient de son tempérament de poète et d'artiste. L'intuition esthétique, cette aïstésis célébrée par Paul Lecourt, est en effet indispensable pour compléter et affiner les résultats de l'analyse rationnelle. Bien que la poésie soit en ce troisième tiers du XXe siècle presque totalement décriée et méconnue, il n'en reste pas moins que le terme vient du verbe grec poieo, qui signifie créer. Or, l'Adam primordial a été fait à l'image de Dieu, et malgré l'involution qui nous caractérise, nous ne pouvons tenter de remonter aux sources sans créer, tout comme Dieu a créé le monde. Et pour ce faire, il faut être poète, même si l'on n'écrit pas de poèmes. Paul Valéry, si cher d'ailleurs à Jean Faure, a pu écrire, dans Variété 1, ouvrez les guillemets, « Poésie porte aussi un sens plus général, plus répandu. » Difficile à définir parce qu'il est plus vague, il désigne un certain état qui est à la fois réceptif et productif. Fermez les guillemets. Telle est la raison pour laquelle Jean Faure, en dehors de ses autres travaux, articles de revue, dessins, peintures, photographies, a déjà publié 2 ouvrages de poésie, Le Pèlerin de Paris et Le Sel d'enfance. Certes, l'ouvrage que j'ai l'honneur de présenter ici n'a rien à voir avec la poésie au sens habituel du terme, mais le lecteur comprendra de lui-même pourquoi je tiens à faire le rapprochement en lisant 2 extraits de poèmes de l'auteur, inédits à ce jour, qui font partie de sa somme poétique à paraître, Vent de vivre. Parmi d'autres, il souligne, à mon sens parfaitement bien, la trame sous-jacente et permanente des pages qui vont suivre. Le soir blesse. Ô crépuscule, ô lourd calvaire, ô maladie de la lumière, ô nuage du soir blessé, que le ciel délègue à la terre, quand donc en aurez-vous assez de cette plage funéraire? Quand aurez-vous assez de sang pour laver la nature entière, y baigner l'homme renaissant et sous la croix du Tout-Puissant faire du soir en son mystère l'aube d'un jour éblouissant? L'immuable, je cherche l'immuable, auquel rien ne ressemble, ni la roue du voyage, ni les hymnes des anges. Comme flamme immobile, en l'air calme je brûle, ô sage, sans désir, le monde brille pur. Je brise qui m'attache à cette terre sèche, le seul qui me travaille est l'arbre de l'éveil.
Le lecteur comprendra aisément, je pense, qu'avec de telles préoccupations, Jean Faure se soit tôt passionné pour l'histoire et l'esthétique de Paris, le symbolisme architectural, l'ésotérisme chrétien, la métaphysique traditionnelle et l'eschatologie, pour ne prendre que les principaux thèmes de ses réflexions journalières. En ce sens, notre auteur apparaît comme hors du commun, à tel point qu'en notre siècle, exclusivement formateur de spécialistes, il se situe exactement et volontairement à l'opposé. Le livre que j'ai l'honneur de présenter doit être abordé dans la même optique, c'est-à-dire qu'il est essentiellement non conformiste par rapport aux positions prises en tout domaine par l'intelligentsia mondiale. Nous vivons dans un monde essentiellement et de plus en plus matérialiste. Le cycle de l'humanité adamique constitue un véritable plaidoyer pour l'esprit. La plupart des théories officielles sur l'évolution du cosmos et de l'humanité sont assises sur le transformisme darwinien. Jean Faure démonte et réfute point par point cette géniale et grandiose erreur, comme Nietzsche l'a qualifiée. Enfin, face à la démission de la plupart des églises qui non seulement ne transmettent plus le message traditionnel dont elles sont naturellement les gardiennes, mais en nient l'existence même, ce livre s'affirme comme essentiellement d'ésotérisme chrétien, puisqu'aussi bien saint Augustin a fort bien affirmé que le christianisme relevait de la tradition primordiale et qu'il n'avait pris ce nom qu'à partir de l'incarnation christique. De cet ouvrage apparemment volumineux, mais en réalité fort mince, si l'on en regarde la matière, le lecteur devrait retirer, au milieu d'un enrichissement permanent, un certain nombre d'idées forces. Notre cosmos, mot grec signifiant ordre, est effectivement ordonné selon un certain nombre de lois, que semble-t-il notre science moderne n'a pas encore toutes redécouvertes alors que tous les enseignements traditionnels s'en font l'écho depuis des millénaires. Les mythes, légendes et cosmogonies de tous les anciens peuples de la Terre se font le reflet d'une même certitude en ce qui concerne notre humanité. Sa création par une puissance invisible et indéfinissable, son involution dans la matière et sa possibilité d'évolution à travers l'esprit. Cette involution, marquée par la succession classique des 4 âges d'or, d'argent, d'airain et de fer, est confirmée tous les jours par les découvertes archéologiques, démontrant la valeur qualitativement supérieure des civilisations les plus anciennes. Les mêmes mythes proclament depuis des millénaires l'organisation cyclique du monde, microcosme et macrocosme, que la science la plus récente confirme lumineusement. Dès lors, la notion de paradis terrestre ou d'âge d'or peut se démontrer. De même que la notion d'unité fondamentale, ce qui à mon sens constitue une preuve de l'existence de Dieu. Toutes ces constatations, confirmées notamment par la loi de la précession des équinoxes, officiellement connue depuis à peine plus de 2000 ans, étaient inscrites dans des textes antérieurs dont nous avons maintenant la preuve qu'ils ne sont pas apocryphes pour la plupart. De ce fait, si ces textes reflètent une réalité tangible et rationnelle pour la plupart de leurs affirmations, pourquoi la dernière partie qui concerne l'avenir devrait-elle être négligée ? Il est en fait hautement scientifique d'envisager cette hypothèse. D'ailleurs, le travail de Jean Faure n'a d'autre prétention que d'être une introduction à l'étude de la cyclologie traditionnelle et de la fin des temps, selon les termes propres du sous-titre du livre. En effet, nous sommes à la fin des temps, comme l'ont proclamé quelques rares précurseurs suivis maintenant, depuis quelques années seulement, par certains hommes clairvoyants.
Encore faut-il non pas seulement constater les faits, mais tenter de les comprendre, donc d'expliquer leur origine et leur pourquoi, afin d'en tirer des conclusions valables pour tous. C'est à cheminer vers une telle compréhension que s'efforce le cycle de l'humanité adamique de Jean Faure, à travers ce qui demeure une très féconde et très traditionnelle hypothèse de travail. À mon sens, le lecteur doit en retirer une claire vision du devenir de l'humanité, donc des temps que nous vivons et par-delà même, des temps à venir très prochainement dans leur perspective apocalyptique. Un homme averti en vaut deux, selon le vieil adage. Mais alors seulement, en toute conscience et en toute liberté, chacun d'entre nous peut choisir sa voie, qui ne peut le mener que vers l'immuable, pour reprendre le titre du poème de Jean Faure. Jacques Darès, rédacteur en chef de la revue Atlantis, chargé de cours d'histoire comparée des religions.